bienvenue pour un nouvel avec lecture. Oui, je suis habillée comme dans le précédent et le encore précédent parce que j'avais beaucoup de retard au niveau des updates de lecture vu que, comme je l'ai dit dans la vidéo déménagement, j'avais pas tourné de vidéo pendant un bon mois, voire un mois et demi. Du coup, même si j'ai pas énormément lu, j'avais quand même pas mal de retard et donc j'avais pas mal de livres à vous présenter. Donc je me suis posée aujourd'hui pour moi et j'ai tourné les 3 updates de lecture. Donc c'est le troisième et dernier que je tourne aujourd'hui. Du coup, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter et c'est 4 livres que j'ai lus en septembre. J'y crois, je vais y arriver à rattraper mon retard en novembre. Bref, c'est parti. Et le premier aujourd'hui, c'est La clinique du Dr H de Mary Higgins Clark. J'ai acheté ce livre par hasard sur une boutique Rakuten, je crois, parce que c'est là, je m'étais fait un kiff, j'avais commandé pas mal de thrillers, j'avais commandé 2 ou 3 Jean-Christophe Granger, 2 ou 3 Cédric Cyr, et puis j'avais rajouté celui-là parce que pourquoi pas. Je l'avais pris, je l'avais pris au hasard parce qu'il y en avait plusieurs des Mary Higgins Clark disponibles chez ce vendeur-là et j'avais choisi celui-ci. J'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai passé un super moment, j'ai adoré, vraiment. On va y rencontrer une procureure, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a un accident de voiture, pas grave du tout, mais elle est quand même emmenée à l'hôpital et elle est quand même gardée en observation parce que même si elle n'a pas de blessure physique, elle n'a pas le crâne ouvert ou même la jambe ouverte, le ventre ouvert, elle est quand même gardée en observation. Et elle va assister à une scène depuis sa fenêtre d'hôpital. Alors, c'est un peu gros ce que je vais vous dire et vous allez avoir l'impression que je spoil, mais ça se passe vraiment dans les 10 premières pages. Et c'est que le point de départ de l'histoire. En fait, elle va assister à un homme, mais le corps de quelqu'un dans le coffre de sa voiture. Voilà. Sauf que elle était en train de dormir, elle vient de se réveiller, elle sait pas si elle a rêvé, pas rêvé, elle sait pas si c'est réel, elle est en mode contre-coup de l'accident, du coup elle sait pas trop si ça s'est réellement passé, si elle a vraiment vu ce visage, et puis voilà, et puis elle est procureure et donc il va y avoir une enquête par la suite, et nous on sait évidemment que, on sait tu vois, mais elle sait pas, elle est un peu en mode galérienne, et donc voilà, on va suivre cette enquête là, et en fait ce que j'ai bien aimé, il y a vraiment 3 trucs que j'ai aimé. Premièrement, c'est que on est dans les années 80, 90 peut-être. Et donc du coup, on est à une époque où il n'y a pas de téléphone portable, on est à une époque où il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Les gens galèrent un peu pour se contacter. Une fois que tu es parti de chez toi, on ne peut plus t'appeler. Et c'est un truc qu'on n'a plus aujourd'hui, cette perte de contact là. Alors oui, tu peux le faire, tu peux laisser ton portable chez toi et partir, et du coup, plus personne ne pourra te contacter, mais c'est pas la norme aujourd'hui, c'est plus la norme aujourd'hui. Et ce côté décalé, ce côté années 80, franchement, j'ai adoré. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début, nous, on le sait en tant que lecteur, l'enquête l'enquête prend une mauvaise direction. Ils ont un mauvais, le suspect qu'ils ont, c'est pas le coupable. Nous, on le sait, ils vont dans la mauvaise direction. Et pour moi, ça met en scène le biais de confirmation. C'est-à-dire que le principe du biais de confirmation, c'est que tu vas te concentrer uniquement sur ce qui viendra confirmer ta théorie et pas, tu vas pas regarder les choses dans leur ensemble. Par exemple, si tu as un nouvel élément, tu vas le voir de manière à ce qu'il confirme ce que tu penses déjà et tu vas pas être objectif sur cet élément et te dire ah mais du coup ça pourrait vouloir dire que. Non, tu vas prendre cet élément et te dire bah si je l'interprète comme ça confirme, donc ça confirme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le biais de confirmation. Et en fait, tout est comme ça dans ce livre. C'est-à-dire qu'ils partent de tel suspect avec telle idée, et tout ce qu'il va se passer ensuite, tous les éléments qu'ils vont avoir, ils vont, pour eux, venir confirmer leur théorie de base, alors que pour nous qui avons la réponse, ça colle pas du tout. Et tu te dis, mais pas du tout, c'est pas du tout le cas en fait. Enfin, ça pourrait être le cas, oui, mais si tu réfléchis 3 secondes, tu te rends compte qu'il y a une autre explication à chacun des autres éléments, qui est la chose qui s'est réellement passée, évidemment, mais eux, ils la voient pas. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Alors, je sais pas si c'est le but de l'autrice de mettre ça en avant et de mettre ce biais de confirmation-là en scène comme ça, mais moi, je l'ai vu parce que mes études étaient tournées là-dessus. J'ai beaucoup étudié les statistiques, les biais de confirmation, tous les types de biais. D'ailleurs, je vais mettre en barre d'information une vidéo que moi j'ai vue il n'y a pas longtemps du tout parce que je suis à la bourre dans les vidéos YouTube aussi. C'est une vidéo de Fabien Olicard qui parle des biais et qui parle de comment notre cerveau nous biaise et de comment notre cerveau se fait biaiser. Et il y a ce truc-là dedans, je crois. Moi, je l'ai vu hier soir au moment où je tourne cette vidéo. Déjà, au moment où je l'ai vue, elle était sortie il y a quelques jours. Donc, au moment où on sort cette vidéo, elle est sortie il y a genre un mois, la vidéo. Mais je vous la remets en barre d'infos parce que franchement, c'était hyper intéressant. Ça dure une demi-heure, mais c'est cool, vraiment. Bref, et la troisième chose, parce que j'ai pas fini, c'est que c'est un genre d'histoire que je suis pas habituée à lire et pas habituée à avoir.
Ça fait comme dans le Cédric Steer dont j'ai parlé dans l'avant-dernière update lecture du coup. Parce que moi j'ai tourné aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, nous on sait qui a tué et qui a fait et pourquoi il l'a fait, ce tueur. Et d'habitude, j'aime pas ça. Mais là, comme on a tout ce qui est mis en place dans l'enquête et qu'on voit les gens partir dans la mauvaise direction, qu'on voit le personnage principal se poser des questions et se demander est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai vu, est-ce que j'ai pas vu, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, est-ce qu'ils vont me prendre pour une folle ou pas. Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un bon moment. Et on est avec donc, le docteur H. J'en ai pas parlé, mais c'est un personnage important du livre puisque ça se passe dans sa clinique, tout ce qui se passe en fait. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. On a une petite part de féminisme, mine de rien, parce que la clinique en question, c'est une clinique gynécologique. Et donc, du coup, on a ce docteur qui veut aider les femmes en théorie et qui essaye de les aider en théorie. Mais en vrai, ce gars est un psychopathe, vraiment. Pour ce qu'il fait aux femmes, hein, pour ce qu'il fait dans sa clinique, vraiment, t'es là, what the fuck, il part en live complet. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai bien aimé ce livre. J'ai pas grand chose de plus à dire, mais vraiment, si vous hésitez à lire du Mary Higgins Clark, bah commencez par celui-ci, c'est peut-être pas mal parce que franchement, c'était vachement cool. Et moi, je vais en lire d'autres, c'est sûr. On passe à une enquête totalement différente puisque c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 6, Les ombres de la scène de Irène Adler, aka Pierre Domenico Baccalaureau et Alexandro Gatti, je crois, ou Rossi, je sais pas. En fait, Alexandro Gatti, c'est soit un auteur, soit un joueur de foot, et Alexandro Rossi, c'est soit un auteur, soit un joueur de foot. Je ne sais jamais lequel des deux c'est. Et donc voilà, donc du coup, dans cette saga, on suit le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. C'est pour ça que c'est écrit par Irène Adler, parce qu'en fait c'est raconté par Irène Adler. Chaque livre est construit comme si c'était la Irène Adler de, je sais pas moi, 60-65 ans, qui se rappelle sa jeunesse et qui nous raconte sa jeunesse. J'avais été extrêmement violente avec le tome 4, que j'avais vraiment eu un problème, j'ai eu un blocage avec ce tome 4. Mais depuis, j'ai lu le tome 5 et maintenant j'ai lu le tome 6 et franchement, j'aime bien. Voilà, donc c'est très cool. Et donc dans chaque livre, on a une enquête. Les enfants se retrouvent soit à Londres, soit à Paris, soit dans la campagne française. Et ils vont mener une enquête. Il y a un mort, il y a un disparu, il y a un truc qui s'est passé. Et ils mènent l'enquête. Ici, on est dans les bas-fonds de Paris avec un enlèvement. Et franchement, c'était très cool. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on est en 1871. En plus, c'est marqué automne 1871. Donc c'est parfait pour la saison. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est comme vous voulez. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était vraiment cool. J'adore cette saga. C'est léger, c'est fun et en même temps, les personnages sont cool et on a une vraie enquête, on a une vraie histoire, un vrai truc qui te tient en haleine en fait. Tu veux connaître la fin. Tu veux savoir ce qui s'est passé, qui c'est qui a été tué, pourquoi on l'a tué, qui c'est qui l'a enlevé, pourquoi il a disparu, enfin tu veux savoir et je trouve ça vraiment cool. Et le contexte, c'est la guerre de Prusse. Voilà, on est en pleine guerre de Prusse, donc Paris est un petit peu son dessus-dessous. Et j'aime bien parce que c'est une guerre qu'on a rarement dans les livres. On va nous rabâcher la Seconde Guerre mondiale en long, en large et en travers. On va un peu plus nous parler de la Première Guerre mondiale. Mais toutes les guerres d'avant, on les a pas. Typiquement, celle-ci, on l'a jamais en livre, en littérature. Et là, on l'a. Je trouve ça vraiment cool. Voilà. Du coup, on suit de nouveau notre petit trio qui mène leur enquête. Et j'adore cette série. Voilà. J'écoute The Way I Are de Baby Rexha. Pour le suivant, ça va aller relativement vite. Je vous en ai rapidement parlé dans, du coup, pareil, l'avant-dernière des lectures qui sera en barre d'infos, comme je l'ai dit. J'ai tenté de lire Drame en 3 actes de Agatha Christie et je crois que j'ai même pas, j'ai laissé le marque-page. C'est pas un abandon celui-ci, c'est juste un pas maintenant. Voilà, j'ai pas envie. J'ai commencé ce livre et je me suis dit, oh là là, je m'embarque encore dans Agatha Christie qui va être bizarre et que j'accroche pas et j'y arrive pas. Et je me suis dit, plutôt que d'insister, de l'abandonner et de me braquer, je vais le mettre en pause, je vais retirer le marque-page, je vais le remettre dans ma palle et je le lirai plus tard. J'en parle quand même parce que je l'avais mis dans la palle du pumpkin, donc du coup je trouvais ça quand même cool d'en parler ici. Il correspondait pas parfaitement à la catégorie dans laquelle je l'ai mise, j'étais très fière de moi. Mais en fait, ce livre est construit comme une pièce de théâtre, mais pas écrit comme une pièce de théâtre. En fait, on va rencontrer un homme, alors d'ailleurs j'ai pas de résumé, j'ai un passage du bouquin, donc ça ne m'aide absolument pas.
On va rencontrer un homme, c'est un artiste qui met en scène, enfin qui monte des pièces de théâtre et des scènes en fait chez lui, et il invite plusieurs personnes, dont Hercule Poirot, à dîner, et on va suivre ça, et je suppose que au milieu du dîner, il va y avoir un mort ou un disparu, enfin un truc, un événement comme ça, et ensuite on va enquêter un peu à la mode Cluedo, comme Hercule Poirot sait le faire. Le truc c'est que on a dès le début beaucoup de personnages, et c'est construit comme une pièce de théâtre, sauf que comme c'est raconté, c'est pas des dialogues, c'est vraiment de la prose, bah, du coup c'est un peu compliqué à lire, et j'étais un peu perdue. Et j'avoue que au mois de septembre, j'ai pas eu la patience et j'ai pas eu l'envie de m'investir dans ce livre et de prendre le temps, de vraiment me poser, de vraiment comprendre qui était qui et qui faisait quoi et qui venait d'où, et voilà. J'avais pas envie. J'avais envie de lecture facile, de lecture basique, de lecture vraiment où c'est pas que t'as pas besoin de réfléchir, c'est que t'as pas besoin de te poser et de te dire ah oui attends lui c'est le frère de Bidule et lui il est arrivé avec machin. J'avais envie de trucs où tu comprends, où tu as 3-4 personnages principaux, comme dans Les Ombres de la Seine par exemple, tu as 3 personnages principaux, tu suis l'enquête, c'est facile à lire, c'est cool, c'est fun, et tu passes un bon moment, c'est un bon livre, c'est bien écrit, mais c'est facile à lire. Et là, c'est pas mal écrit, hein, pareil, mais c'est juste que ça a demandé beaucoup d'investissement de ma part, investissement que j'étais pas prête à donner au mois de septembre, donc je me suis dit, pas maintenant. Je vais le retenter, je sais pas quand, dans quelques mois, peut-être même dans un an, j'en sais rien. Je réessayerai un jour, mais là, ce n'est pas possible. On va terminer avec typiquement le genre de livre qu'il me fallait en septembre, un genre, une romance, un truc facile à lire, un truc fun, avec 2 personnages principaux, quelques personnages secondaires, facile à comprendre, la mise en scène est cool, les personnages sont sympas, et ça se lit tout seul. Voilà, c'est pile poil ce dont j'avais besoin, donc c'est Il était une fois le tome 2, enfin saison 2, Henri, écrit par Emma Chase. J'ai bien aimé ce livre, franchement, il y a quelques réflexions qui m'ont un peu gonflé, et Henri est un c'est même pas sexiste ou misogyne, c'est juste que il a des schémas de pensée qui sont dangereux, en fait, que je trouve dangereux, et c'est dommage de les avoir mis dans ce livre-là. Pour ceux qui connaissent pas cette saga, dans le tome 1, on rencontre Nicolas, qui est le grand frère de Henri, et en fait, ils habitent un espèce de petit royaume où leur grand-mère est reine, et Nicolas est destiné à devenir roi. Sauf que, à cause des événements du tome 1, machin, blabla, tout ça, c'est Henri, finalement, qui va devenir roi. Sauf que Nicolas a été préparé depuis qu'il est tout petit à devenir roi, et Henri, pas du tout. Et donc là, il se retrouve, il a peut-être 20-22 ans, et on lui dit ça va être toi qui vas devenir roi. Sauf qu'il est absolument pas prêt, on l'a pas éduqué, on l'a pas élevé, on l'a pas préparé à ça. Et donc du coup, il se retrouve avec cette charge de travail. Alors la grand-mère est encore là, et c'est elle qui règne encore, mais elle doit lui montrer la politique, comment parler, comment s'exprimer, quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et tout, et tout. Et franchement, lui, il est un peu perdu au milieu de tout ça. Du coup, il décide de prendre du recul par rapport à tout ça et de faire le point dans sa tête, dans son coin. Et pour se changer les idées, il va accepter de participer à une émission de télé-réalité, un genre de speed dating où il y a plusieurs jeunes femmes qui sont invitées et elles vont être en concurrence pour lui. Alors déjà, la télé, je la regarde jamais, j'aime pas ça. La télé-réalité, on n'en parle même pas. Et le speed dating, c'est pas du tout mon délire. Donc on partait pas trop bien. Mais en fait, j'avais tellement besoin d'un livre léger, d'un livre fun, d'un livre pas prise de tête, que je l'ai lu. Probablement que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, j'aurais pas aimé et peut-être même que je l'aurais abandonné. Mais là, c'était pile poil le bon moment, donc je l'ai terminé et je l'ai aimé. Du coup, voilà, on va rencontrer Henri qui rencontre ces jeunes filles. Et en fait, je pense que ce qui fait que j'ai apprécié le livre, c'est que il n'a pas du tout pour objectif de trouver une femme, il n'a pas du tout pour objectif même de coucher avec toutes les participantes ou de leur faire croire qu'elles vont devenir reines. Non, il veut juste passer du temps, il veut juste passer du temps dans le sens gagner du temps par rapport à sa grand-mère et à toutes les obligations qu'il a. Il veut juste se divertir, donc il voit ça comme presque comme un regroupement de colloques, tu vois. Oui, il a les speed dating et oui, il fait l'émission, il fait croire aux téléspectateurs que machin, blabla, mais c'est pas son but en vrai, et du coup ça passe. En tout cas pour moi ça passe. Et au milieu de tout ça, évidemment, il va rencontrer une jeune fille, et ils vont se mettre amoureux, blablabla, tout ça. J'ai quand même bien aimé, il y a quand même des réflexions qui sont très cool, notamment par rapport à la virginité d'une femme. J'ai trouvé ça vraiment cool, et ce qu'il fait et ce qu'il met en place à la fin du livre notamment est vraiment cool. Il a quelques réflexions, il a quelques schémas de pensée que je trouve dangereux dans une société.
c'est excusable et c'est compréhensible parce qu'il est dans une société, enfin il vit dans une monarchie avec un roi, en l'occurrence c'est une reine. Donc en fait voilà, il y a des éléments que j'ai trouvé négatifs et assez dangereux qui sont contrebalancés par des éléments vraiment, vraiment très très cool. Il y a des schémas de pensée que je trouve dangereux, mais il va faire des choses que je trouve très positives et très cool, notamment pour les droits des femmes dans sa société. On est dans une monarchie, mais c'est une reine qui est en place. Vous voyez, il y a cette espèce de dualité où on sent bien qu'on n'est pas dans un monde parfait avec une égalité homme-femme géniale, mais on tend vers cette égalité et on tend vers on va y arriver, c'est possible. Voilà, on voit cette possibilité et j'ai trouvé ça très cool. Il y a un tome 3 avec un personnage principal féminin, donc j'ai pas mal hâte de voir ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai laissé mon marque-page dedans, c'est une étiquette de mon costume de Harley Quinn, si vous voulez tout savoir. Bref, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était très cool. Ça reste une saga que je vous recommande. Pour moi, il y a mieux en romance, ne serait-ce que Love Game de la même autrice, mais ça se lit bien et c'est cool. J'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces livres, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve demain pour un vlog et après-demain pour une autre vidéo qui ne sera pas un update lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire à ce que vous voulez, à ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu montrer, ce que j'ai pu n'importe quoi dans cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.